Bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée Comment le numérique transforme-t-il notre rapport à la vie privée? Quatrième de la série des 5 rencontres alphanumériques cet automne 2020. Avant de commencer, je veux préciser que l'événement est enregistré. Il est aussi diffusé sur Zoom et en direct sur la page Facebook de BiblioPresto ainsi que de Techno Culture Club. Je me présente, Bianca, je suis chargée de conception et de médiation au sein de l'équipe alphanumérique et j'ai le grand plaisir d'animer la collation d'aujourd'hui pour vous. Celle-ci n'aurait pas lieu d'être si ce n'était pas de Danielle, notre agente de liaison communautaire. Donc, un grand merci à Danielle, c'est l'organisatrice de cet événement. Et aussi, un grand merci à Stéphanie qui s'occupe de la technique. Elle va être présente dans le clavardage. Donc, si vous avez des questions d'ordre technique, vous pouvez lui écrire soit dans l'option Q&R ou dans l'option discussion, clavardage, pour lui poser des petites questions. Si un problème technique aussi vient à survenir, c'est possible qu'elle reprenne le contrôle de l'écran et que vous l'entendiez parler ou que vous la voyez apparaître. Donc, ne soyez pas surprise. On a le grand plaisir aussi de pouvoir compter sur les services de Madame Nathalie Gagné, sténotypiste. C'est elle qui va assurer la transcription en direct tout au long de l'événement. La transcription est disponible sur Zoom, soit en cliquant sur l'icône CC au bas de votre écran ou en utilisant le lien qu'on vous a envoyé par courriel. Et il se trouve aussi dans le clavardage, ce même lien. Pour ceux et celles qui nous écoutent depuis Facebook, le lien va se trouver dans les commentaires sous la vidéo. Donc, que vous soyez en direct sur Zoom ou sur Facebook, on souhaite vraiment que vous puissiez participer à la conversation aujourd'hui. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous en cliquant soit sur l'onglet Q&R ou discussion clavardage sur Zoom. Et sur Facebook, on va aussi surveiller les commentaires sous la vidéo en direct. Donc, vous pouvez poser des questions à nos invités, bien sûr, mais vous pouvez aussi partager des témoignages, des expériences sur les sujets qui seront abordés. Il va y avoir 2 périodes dédiées spécifiquement aux questions et aux commentaires. Il va en avoir une au milieu de la rencontre, ainsi qu'une autre à la fin de la rencontre. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer de manière spontanée. Au moment venu, on peut revenir sur vos commentaires et revenir sur des sujets sans problème. Cet événement se veut être un espace de partage puis de réflexion. On souhaite se baser sur des principes d'intelligence collective et collaborative. Donc, on n'a pas la prétention de fournir des réponses ou des modes d'emploi exacts. L'objectif, c'est vraiment une mise en commun de nos expériences afin de mettre en lumière certaines réalités par rapport au numérique. On a l'immense honneur aujourd'hui d'accueillir nos invités. Ils sont Marie-Maude Fournier, avocate agente à l'information juridique au Centre justice de proximité Côte-Nord. La mission des centres de justice de proximité, c'est de favoriser l'accès à la justice en offrant des services d'information juridique gratuits et confidentiels. Ensuite, Anne-Sophie Letellier, candidate au doctorat et chargée de cours à l'École des médias à l'UQAM. Elle est aussi cofondatrice du Lab 2038. Ses intérêts de recherche et ses activités professionnelles portent sur la littératie technologique, la justice sociale et les enjeux liés à la technologie numérique et à la sécurité de l'information. Et le dernier, et non le moindre, Laurent Pinault, candidat au doctorat en études cinématographiques à l'UDM. Ces études portent particulièrement sur la cyberhumiliation, donc les images faites par téléphone portable et l'impact des médias sociaux ainsi que du big data sur la circulation et la réception de ces images. La table ronde d'aujourd'hui aborde dans un premier temps la question: comment est-ce que le numérique transforme notre rapport à la vie privée? Dans un deuxième temps, on va aborder des pistes sur la protection de cette même vie privée, toujours à l'ère numérique. On pense que plusieurs compagnies et gouvernements peuvent prendre le virage numérique, donc ce qu'on appelle la dématérialisation des services, et ainsi, ça amène une partie de la population à entrer en contact avec cette nouvelle réalité. Nous, on parle un peu de notre point de vue à nous, alphanumérique, et pour les bibliothèques, les organismes communautaires, nos partenaires, en tant que formateurs ou accompagnateurs dans des institutions, des organismes, comme on le dit.
c'est important d'outiller de savoir technique, de littératie numérique dite de base. Mais ces connaissances viennent avec une part de responsabilité. De là, toute la pertinence de la table ronde d'aujourd'hui, c'est que c'est tout aussi important d'informer ces nouveaux apprenants sur les enjeux et l'éthique liés à la cyberidentité, ainsi que à titre de citoyen, c'est important de rester informé afin de connaître et de pouvoir faire valoir nos droits quant à notre vie privée. Qu'est-ce qu'on entend par ce fameux terme vie privée? Je vais vous donner une définition tout en simplicité. C'est celle du Larousse. Donc, ça définit la vie comme suit, la vie privée comme suit, qui concerne quelqu'un dans sa personne même, dans sa vie personnelle. J'inviterai après leur présentation, s'ils le souhaitent, les invités à partager leur propre définition de la vie privée afin d'offrir plus de nuances et de profondeur à ce concept. Pour le bien de la durée de cette petite introduction, on va s'en tenir à cette courte définition. Donc, cette vie personnelle, elle est plus que jamais mesurable, comptabilisable par le biais des nouvelles technologies, que ce soit les téléphones intelligents, réseaux sociaux, les options commandes vocales, la géolocalisation, etc. Nos faits et gestes dans cet univers numérique deviennent des données chiffrées. Donc, quelles sont les répercussions de la collecte de ces données? À quoi peuvent-elles bien servir et à qui appartiennent-elles? Tant de questions, tant d'idées pour réfléchir, pour nourrir notre esprit. Sans oublier que la nature du réseau Internet rend accessible en tout temps et depuis n'importe où les photos, partages ou autres informations qu'on y laisse volontairement ou involontairement. Bref, une table ronde qui va être riche en réflexion. C'est pourquoi, sans plus tarder, je vais passer la parole à nos invités, à nos experts, pour qu'ils et elles se présentent et que vous puissiez en apprendre plus sur eux. Donc, j'inviterai Mme Marie-Maude Fournier à faire son apparition. Bonjour! Bonjour, bonjour, Ah, bienvenue parmi nous. merci de l'accueil. Je suis bien excitée là, de participer justement à cet échange-là. Donc, alors, c'est le moment justement de me présenter. Dans le fond, je suis la première, je brise la glace. Alors, comme Bianca disait, là, moi, je suis avocate et je suis agente en information juridique au Centre de justice de proximité Côte-Nord. J'ai pas la prétention d'avoir une expertise en droit à la vie privée, mais c'est sûr que tout l'aspect juridique de la vie privée, parce que c'est un droit qui est protégé par les chartes. Bon, on s'y connaît maintenant comment c'est appliqué et tout ça. Sinon, pour ce qui est de mon parcours, ben, un parcours assez classique. J'ai un baccalauréat en droit à l'Université Laval, un certificat en criminologie aussi, puis je suis membre du barreau. Et fait que c'est ça, au jour le jour, on est beaucoup dans l'information juridique ici au centre. Donc, justement, c'est quoi mes recours? Par exemple, dans un cas d'atteinte à la vie privée, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment des sujets là, avec lesquels je suis à l'aise, mais tout l'aspect, l'impact sur la vie de la personne, ça aussi, ça fait partie du juridique, même si on ne le traite pas directement, mais ça a des impacts. Mais fait que c'est un peu ça là, que je pourrais dire. J'ai pas d'autre chose à rajouter. Là. Comme je disais, j'ai pas d'expertise directement, mais alors au plaisir de participer là, à la discussion avec les autres invités. Merci beaucoup. Puis c'est déjà beaucoup. Puis je pense que d'avoir un angle comme ça, plus légal, ça va venir nourrir la conversation d'une façon ou d'une autre, j'en suis certaine. Donc, je passe la parole maintenant à Anne-Sophie Létellier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, voilà pour la présentation. Moi, je suis Anne-Sophie Letellier, puis j'ai comme un peu un double chapeau, mais les deux se mélangent toujours en fin de compte. Fait que dans un premier temps, ben, je suis chargée de cours et je suis en train d'achever un doctorat en communication et puis je m'intéresse beaucoup à ces enjeux-là de la sécurité de l'information. Donc, comment on fait en fait pour se garder un brin de vie privée en ligne et puis comment tout ça un peu interagit avec à la fois qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'individu, en tant qu'organisation, mais aussi en tant que collectivité. Donc, quelles sont justement les lois qui vont protéger ça? Donc, je m'intéresse autant un peu à ce qu'on peut faire à un niveau technique pour mieux protéger les communications, mais aussi ce qu'on peut faire dans une perspective un peu plus juridique. Et puis, ben, c'est ça, à travers tout ça, j'en suis venue à un peu
diverger de mes études et à me divertir en m'impliquant dans divers organismes liés à la sécurité numérique jusqu'à la cofondation, en fait, toute récente du Lab 2038, qui est un organisme, en fait, qui est dédié justement à la vulgarisation d'informations liées à la protection de la vie privée, à la sécurité de l'information. Et puis l'objectif, ben, en fait, on a créé cet organisme-là en constatant deux choses. Premièrement, que les enjeux de sécurité et de vie privée touchaient beaucoup plus de gens qu'on pensait et que souvent, ben, tout ce qui est cryptographie, tout ce qui est sécurité de l'information, ben, c'est des informations et des formations qui sont disponibles seulement pour les grandes entreprises qui ont des sous à dépenser là-dessus, alors que c'est vraiment quelque chose que tout le monde a besoin. Autant des jeunes qui sont à l'école que des personnes âgées qui ont peur de se faire frauder. Donc, on veut vraiment parler de sécurité de l'information à des gens à qui on n'a pas l'habitude de parler de sécurité de l'information. Et puis, c'est venu d'un second constat que souvent, quand on est en sécurité de l'information et en cybersécurité, entre guillemets, il y a beaucoup d'experts là-dedans qui sont très techniques, mais après ça, comment on rend ça accessible pour tout le monde, c'est souvent une autre paire de manches. Donc, nous, à notre organisme, on est vraiment une grande équipe assez diversifiée. On a des personnes justement qui travaillent en droit. On a justement des personnes comme moi qui proviennent un peu plus du milieu académique, de la recherche et des personnes qui ont travaillé vraiment dans le milieu technique. Donc, on va sur le terrain puis on regarde un peu c'est quoi que les gens ont besoin dans leur réalité pour que ça marche. Donc, c'est un peu de là que j'arrive et où ce que je m'en vais. Donc, personnellement, j'ai beaucoup le milieu communautaire et le milieu des bibliothèques dans mon cœur. Donc, c'est un très grand plaisir et un très grand honneur d'être ici aujourd'hui. On est très contente de te compter parmi nous. Puis, on a aussi beaucoup hâte d'entendre plus parler de ce fameux Lab 2038 dans les temps à venir. On est très curieux. Beau projet. Peut-être qu'on pourra en reparler un peu plus tard, peut-être dans la section des questions, là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient être intéressées par cette initiative. Ensuite, Monsieur Laurent Pinault, on vous invite à vous joindre. Alors, bonjour à tous et à toutes. Comme Bianca dit, je suis en études cinématographiques au doctorat à l'Université de Montréal. Je travaille sur la cyberhumiliation et en particulier les humiliations faites par vidéo de téléphone intelligent. Et donc, par rapport à aujourd'hui, pour donner un exemple plus concret qui serait en lien avec la thématique, je travaille beaucoup sur des vidéos qui deviennent humiliantes par leur diffusion non consentante. Par exemple, ça peut aller de vidéos viraux un peu banales jusqu'au revenge porn, donc de la porno qui est diffusée de manière non consentante, de manière, je cherche un meilleur mot que méchant, mais de manière, ouais, c'est ça, en tout cas. Avec mauvaise intention, c'est ça? Pardon? Avec mauvaise intention. Avec mauvaise intention, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. J'ai hâte à cette table ronde, comme tout le monde. Ouais, ben, dans ce cas, allons-y. Allons-y immédiatement. J'aimerais ça, je l'avais nommé un peu plus tôt, j'aimerais savoir, j'aimerais avoir peut-être votre définition de vie privée, qu'on va un peu assurer les concepts desquels on va parler aujourd'hui. Donc, si vous le souhaitez, si vous avez une définition de vie privée, je vous inviterai à la partager ici, maintenant. Oui, ben, peut-être que je peux commencer. Ben, j'avais préparé une sorte de petite historique des concepts sphère publique, sphère privée en Occident. Donc, peut-être ça pourrait être une bonne idée pour commencer. Donc, évidemment, à la base, c'est des concepts qui sont différents des cultures, d'une culture à une autre. Donc, c'est pour ça qu'ici, je vais me concentrer vraiment sur l'Occident. Donc, comme beaucoup de concepts, on peut partir de la Grèce antique. Donc, Aristote, ici, il sépare le polis, la sphère publique qui veut donner lieu à politique, police politique, et oikos, la sphère domestique qui va donner lieu à économie. Donc, économie, à la base, c'est la gestion de la sphère domestique. Ce qu'il faut vraiment mettre de l'avant ici, c'est que c'est une séparation qui est extrêmement genrée et inégale. Donc, les hommes gèrent la sphère publique et les femmes la sphère privée, mais les hommes ont le pouvoir et sont dominants dans les deux sphères. Et c'est pourquoi et ça jusqu'à encore aujourd'hui à bien des égards, c'est pourquoi les féministes ont eu un slogan très célèbre qui est « le personnel et politique », c'est-à-dire ce qui se passe dans la sphère privée, les abus qui se passent doivent être dénoncés publiquement, ce qui n'était pas évident avant.
Ensuite, bon, toute une autre définition. C'est sûr que là, je mets plus des définitions de public que de privé parce que je pense que c'est important d'avoir les deux. Donc, avant qu'on se pose comment la vie privée, comment le numérique change la vie privée, j'aurais peut-être posé la question comment il change la vie publique. Et je partirais, ici, je vais donner une définition, je partirais de la définition d'espace public du philosophe Habermas, qui est souvent utilisé, qui date de 1962. Donc, il parle d'espace public comme étant le processus au cours duquel le public constitué d'individus faisant usage de leurs raisons s'approprie la sphère publique contrôlée par l'autorité et la transforme en une sphère où la critique s'exerce contre le pouvoir d'État. Ce qu'il nous dit, c'est que ça apparaît au 18e siècle, mais que cet espace sera en déclin puisque prendra place une publicité de démonstration et de manipulation au service d'intérêts privés. Donc ici, l'espace public, ce qui est important, c'est qu'il doit être protégé du pouvoir gouvernemental, mais aussi corporatif. Donc juste déjà pour commencer, les médias sociaux là-dedans, d'emblée, ne peuvent pas être des espaces publics, puisque ce sont des compagnies privées dont la volonté, avant de créer des liens sociaux, est de capter l'attention le plus possible en ordonnant votre newsfeed, vos recommandations ou par du marketing ciblé. Comment ils font ça? C'est en n'étant pas des espaces privés, c'est-à-dire en collectant tous vos faits et gestes à travers vos navigations. Donc, voilà. Merci, Laurent. Je pense que ça met assez bien la table pour donner un peu de contexte à tout notre auditoire, puis un peu démarrer la réflexion. Donc, on y va. Quels sont les impacts du numérique sur la vie privée à l'échelle individuelle? Qu'est-ce qu'on entend par échelle individuelle? C'est dans le quotidien, dans les relations interpersonnelles, dans la vie affective, sur l'estime de soi. Alors, je vous passe la balle. Ben, un peu comme Laurent disait par rapport à, bon, l'Internet n'est pas privé, est pas public, mais plutôt privé, bon, parce qu'il y a des organismes, finalement, des compagnies privées qui vont gérer ça. Ben, c'est sûr et certain que c'est pas nécessairement un concept avec lequel les gens sont à l'aise. Les gens vont dire, ben, j'ai un mur Facebook, j'ai un réseau, c'est privé, c'est juste mes amis qui voient ça, mais finalement, on n'est pas là-dedans, puis ça peut vraiment avoir des répercussions là, assez désastreuses là, dans certains cas. Fait que, bon, ce qui est sur Internet reste sur Internet. Puis aussi, ce que les gens, en tout cas, c'est de mon opinion, mais les gens vont avoir tendance à dire, par exemple, à s'exprimer sur Internet comme s'ils s'exprimaient dans leur salon, alors que, oups, attention, c'est pas nécessairement le cas. Fait puis ce changement-là, dans le fond, l'apparition des réseaux sociaux est venu beaucoup changer la donne parce que ce qu'on se permettait de dire dans notre salon, il faut faire attention, on ne peut pas se permettre de le dire là, sur nos réseaux sociaux. Puis bon, d'un point de vue juridique, les conséquences peuvent être là. On parle d'atteinte à la réputation ou diffamation, là, c'est la même chose. Mais ça peut même être des conséquences aux criminels, des menaces de mort, de l'intimidation, de la cyber-intimidation. C'est quelque chose qu'on voit apparaître. Puis même, là, je vais un peu plus loin, mais les captures d'écran, ce qui a été mis en ligne peut être utilisé même devant les tribunaux. Donc, c'est reconnu. Je ne veux pas dire que c'est toujours pertinent puis que ça va toujours l'être, mais on le voit de plus en plus, puis les tribunaux, par exemple, ne vont pas se fermer les yeux sur ce qui a été dit sur un réseau social parce que ça a été fait sur le réseau social en disant « mais c'est Internet, c'est privé ». Pas tant que ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est peut-être la transition de s'adapter qui n'a pas été évident. Ça peut être sur l'impact. Maintenant, c'est comment travailler avec ça, comment vivre avec ça, puis être outillé. Là. C'est selon moi, ça, c'est important. Merci, Marie-Maude. Oui, donc je vais y aller peut-être en commençant en répondant à la question de comment on comprend la vie privée pour ensuite dire un peu comment je vois comment ça peut nous impacter au niveau individuel. Fait que pour moi, j'ai trois grandes manières de voir la vie privée. La première, c'est vraiment quelque chose qui découle de la sécurité numérique. Donc, en sécurité numérique, ne inquiétez-vous pas, ça ne va pas être technique. On parle souvent d'une triade de la sécurité. Donc, on va souvent dire que la cybersécurité, c'est s'assurer que des informations privées, ça reste privé, mais ce n'est pas que ça.
Il y a 3 éléments en sécurité numérique. Il y a l'intégrité de l'information, donc s'assurer, par exemple, que quand j'envoie un courriel, ben, le courriel ne soit pas modifié en cours de route, hein. Donc, si jamais quelqu'un a accès à ça, ben, ça peut affecter l'intégrité. Deuxièmement, il y a la disponibilité de l'information. On a tous, j'imagine, un service d'info nuagique. Ça, c'est parce qu'on a besoin d'avoir accès à nos documents. S'il y a un bris en sécurité, on l'a vu avec les rançongiciels qui ils peuvent rendre plein d'informations complètement indisponibles. Et le troisième pilier, ben, c'est la confidentialité, ce qui nous ramène à la vie privée. Et puis, je pense qu'aborder ça avec une perspective de la sécurité numérique, ça nous rappelle en fait que la confidentialité, c'est toujours un élément à balancer avec d'autres éléments. Par exemple, quelque chose que je vois super souvent, c'est dire, ben, je sais qu'un service d'info nuagique il y a un risque pour la confidentialité de mes données personnelles, mais j'ai aussi besoin d'avoir mon information disponible sur plusieurs appareils sans que ça me prenne 2 heures à chaque fois. Et puis, au même titre que ça, je pense qu'on fait des choix un peu similaires quand on décide d'aller ou non sur les réseaux sociaux. Je pense que la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'on haït notre vie privée, c'est parce que il y a vraiment beaucoup d'avantages à être là. C'est un lieu de contact avec les amis et la famille et tout ça. Donc, des fois, peut-être inconsciemment, on se dit, ah ben, c'est peut-être un trade-off, une négociation qui en vaut la peine. Par contre, ce que c'est aussi la vie privée, c'est un droit qui est sécurisant. Donc, avoir une vie privée, ça permet d'avoir une meilleure liberté d'expression. Si on a l'impression d'être surveillé tout le temps, on ne va pas se sentir autant à l'aise de dire des choses. On ne va pas avoir la même liberté d'association. Donc, c'est vraiment un droit qui va sécuriser l'exercice d'autres droits. Et puis, finalement, puis je pense que c'est là ma porte d'entrée vers comment la situation numérique affecte notre droit à la vie privée de manière individuelle. Je comprends beaucoup la vie privée comme un contrôle qu'on peut exercer sur l'information. C'est un contrôle qu'on va décider individuellement ou collectivement de dire cette information-là, je la partage entre moi et mon médecin. Cette information-là, je la partage entre moi et mon ami. Et puis, c'est là que je pense que ça dérape parce que, comme Laurent, tu l'as mentionné, ben, quand les plateformes sont dans le fond, ne sont pas publiques, hein, mais sont détenues par des entreprises privées qui monétisent ces données personnelles-là, ben là, on se rend compte que peut-être on a moins de contrôle qu'on pense. On utilise ces données-là, et puis après ça, les impacts sont à géométrie variable. Moi, personnellement, le plus gros impact que j'ai vu en matière de perte de contrôle que j'ai eu sur mes informations, surtout sur les réseaux sociaux, c'est que des fois, j'ai eu une couple de publicités ciblées que je trouvais un peu invasives, puis j'étais là, puis j'étais comme « Hi, je suis pas sûre comment ils ont eu cette information-là, puis je suis pas sûre que c'est d'accord. » Par contre, qu'est-ce qu'on se rend compte également, c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir vraiment des impacts qui vont être complètement différents. Tout le monde connaît l'histoire de une jeune fille, je pense que c'était aux États-Unis, qui était au secondaire, qui était enceinte, qui a fait des recherches et puis tout d'un coup, il s'est mis à avoir des publicités ciblées qui ont un peu révélé tout ça à toute sa famille sans qu'elle puisse le contrôler. Il y a des personnes dans des quartiers plus défavorisés qui vont avoir des publicités ciblées plus orientées vers le premier du mois. Donc, on voit que tout dépendant de comment on se place, l'impact individuel va être à géométrie variable. Donc, je pense que c'est pas mal ça que je voulais dire, puis ça va peut-être mener vers comment aussi ça a des impacts collectifs en bout de ligne. Donc, voilà. Puis, admettons, si on regarde justement ces impacts-là, est-ce qu'il y a certaines technologies dans le numérique qui, à votre avis, sont plus justement enclines à avoir des impacts sur notre vie privée? Que ce soit, est-ce que les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y a autre chose que les réseaux sociaux qui peuvent affecter notre vie? J'aurais tendance à dire tout ce qui accumule des données. Donc oui, les réseaux sociaux, mais aussi tout téléphone intelligent. Donc bon, ça fait pas mal. OK, donc tout ce qui est... Puis, est-ce qu'on a des données mesurables pour justement constater un peu ces impacts-là que vous décrivez? Que ce soit des études ou des choses? J'ai l'impression, en ce qui a trait aux données mesurables,
surtout quand on parle de ces plateformes numériques-là, c'est particulièrement difficile de un parce qu'il y a une très grande opacité par rapport à leurs pratiques. Hein. C'est tenu par le secret d'affaires, donc ils ne peuvent pas dire exactement comment leurs algorithmes vont fonctionner. Donc, par extension, tout ce qu'on a, c'est ce qui est observé de manière assez directe et de manière aussi anecdotique. Mais je pense que, tu sais, justement, sur la manière dont ça va agir individuellement, tu sais, je pense que ça a un impact sur la manière dont on va percevoir la vie privée. Je pense que culturellement, il y a eu un shift que, tu sais, pas dans mon cadre professionnel ou peu importe, que j'ai observé. En fait, je donne vraiment beaucoup de formations, puis tout dépendant des publics, moi, ça m'arrive très souvent qu'on me dit « Oui, mais j'ai rien à cacher ». Puis là, c'est la chose qu'on se dit le plus souvent, et puis en même temps, on se dit « OK, mais c'est quoi que tu veux montrer? » Puis c'est deux questions différentes qu'on fait juste renverser de bord, mais sûrement que les réponses seraient complètement différentes. C'est pas questionner sur comment ça peut me faire du tort, mais dire « Est-ce que j'ai envie de le savoir? » Puis là, on parle « Est-ce que j'ai envie de le montrer? » Pardon. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de comment les réseaux numériques collectent des données, mais je pense aussi que c'est quelque chose qui est beaucoup plus aussi dans notre quotidien, beaucoup plus qu'on pense. Donc, tu sais, on parle du consentement par rapport à la collecte de données où ce qu'on perd le contrôle un peu là-dessus, mais aussi sur comment on va publier des photos et tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont taguer moi la première, là, qui tague des amis sur les réseaux sociaux, on met une photo sans leur avoir demandé explicitement avant, est-ce que c'est correct si je mets ça sur Facebook? Tu sais, ça se peut que la raison, ce soit « Hey non, j'ai dit à mon boss que j'étais malade alors que je ne l'étais pas » ou ça se peut aussi que « Hey non, je me trouve pas belle sur cette photo-là, ça me tente pas. » Genre, c'est deux raisons qui sont valables, mais on a perdu ce réflexe-là du consentement. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut observer sur les plateformes, mais aussi dans nos pratiques personnelles. Puis pour faire du pouce sur ce qu'Anne-Sophie dit, c'est ça, la vie privée, on parle beaucoup de données depuis le début, mais c'est juste l'image, tu sais, ça fait partie, le droit à l'image, notre voix, le son, tu sais, tout ça, c'est des informations que on veut pas nécessairement se retrouver à la une d'un journal. Fait, tu sais, puis justement, le fait d'identifier un ami sur une photo, sur une publication, ça entraîne vraiment des répercussions. Mais pour répondre à ta question au niveau des données, ben, je suis vraiment pas experte. Moi, j'ai aucune donnée à divulguer là, à ce niveau-là. Mais il y a aussi l'aspect que c'est Internet. Internet, c'est pas la région de Québec, la région de Montréal, Québec, Canada. C'est large. Là, c'est là que ça peut peut-être devenir difficile aussi d'avoir un peu une trace de c'est quoi l'envergure des données qui sont données ou des images, peu importe. Qu'est-ce qu'on quantifie et comment? C'est ça la question. C'est ça, fait que ça devient vraiment, vraiment difficile. Puis aussi, ben, il y a une collecte un peu à l'infini, puis là, elle est où la limite? Je pense que c'est surtout ça, là, puis c'est peut-être pas de la mauvaise volonté, là, en tout cas, je suis une personne assez... tout le monde est bon, là, fait que j'ose croire qu'il n'y a pas trop de mauvaise volonté, mais un moment donné, c'est qu'on n'a pas mis un stopper, puis là, on se pose des questions parce qu'on se rend compte des répercussions. Puis les répercussions, c'est comme Anne-Sophie disait, très anecdotique. Les publicités ciblées, tu sais, que là, on se rend compte, mais j'ai rien à cacher, mais encore, tu sais, faut se demander qu'est-ce qu'on veut montrer, puis d'aller un peu plus loin que la publicité ciblée. T'sais, le meilleur exemple, c'est ça, d'être identifié, de perdre son emploi, ou on le voit, au niveau juridique, on l'a vu quand même, des assureurs, compagnies d'assurance qui refusent d'assurer une personne parce que la personne dit qu'elle est en arrêt de maladie, maux de dos. Finalement, elle met des photos de voyage dans le sud où elle montre une image d'elle en train de déneiger une toiture. Tu n'es pas censé avoir mal au dos. Et c'est pris, là, puis c'est utilisé, fait que c'est plus anecdotique, sans dire une quantité, mais ça peut être à différents égards, là, pas juste les compagnies ont mes informations, ça peut avoir des répercussions sur notre vie de tous les jours. Là. Exemple, la perte d'un emploi. Je voudrais juste revenir sur j'ai rien à cacher. Le problème avec ça, c'est que ça devient vraiment une forme insidieuse de contrôle social et d'autocontrôle, c'est-à-dire, OK, j'ai rien à cacher, mais je vais quand même
faire en sorte que je ne sois pas trop vu. Je ne sais pas si vous voyez ce que... Donc, ça, je pense que mon argument, c'est pas... si on se pose ça, c'est qu'il y a des problèmes par rapport à la vie privée. Merci. On devrait pouvoir avoir des choses à cacher, en tout cas. Oui, mais je pense que surtout un jeune adolescent, un bon exemple, c'est un peu par rapport à ses parents. Je ne pense pas qu'il souhaite que tout ce qu'il fait soit connu de ses parents. Oui. Donc, on peut aller dans un même sens. Puis aussi, Anne-Sophie, tu as dit quelque chose qui m'a un peu, qui m'a amené à une réflexion, l'opacité de ces données-là. Quel serait l'impact justement de ne pas avoir accès à nos données personnelles? Je trouve qu'il y a un peu une espèce de ligne mince quand on pense que toutes ces informations-là sont récoltées à notre sujet, mais qu'on n'est pas capable d'avoir accès à ces informations-là. Et dans quelle mesure qu'on peut avoir accès à nos données personnelles? C'est un peu deux pistes. Je pense qu'il y a 2 éléments super importants dans ce que tu viens de dire. C'est d'abord à quel point il y a des informations qui sont collectées sur nous. Et puis, le deuxième point, c'est que des fois, la valeur ou cet inconfort qui découle de la possession de ces informations-là est surtout dans l'analyse qui va en être faite. Puis c'est pour ça qu'après ça, il y a aussi une dimension extrêmement collective à la collecte de données personnelles, mais je pense pour un peu mettre ça en contexte, une des choses que je fais le plus souvent avec mes étudiants quand on commence une session pour parler de ces enjeux de sécurité et de vie privée, bon, la majorité des gens ont un iPhone, et puis il y a un certain... en faisant vraiment une série de manipulations, ça prend d'habitude 1 minute, on peut se rendre compte, en fait, que notre téléphone, qu'on y ait donné l'autorisation explicitement ou pas, garde des logs de exactement à chaque endroit géographique où ce qu'on était à un coin de rue près, avec nos heures de rentrée et de sortie. Techniquement, ça ne devrait pas offusquer personne parce qu'un téléphone cellulaire, c'est ça que ça fait. Par contre, et puis on dit, ben, tu sais, justement, blablabla, ces informations-là sont récoltées de toute façon, mais de les voir et de dire, ah, je n'avais pas cette attente-là que ces informations-là soient ramassées, on dirait que ça vient violer quelque chose, ça vient déranger, même s'il n'y a rien qui a été fait avec cette information-là, même si l'information ne fait juste qu'exister et être sur le téléphone cellulaire. Justement, avec les heures de rentrée et sortie, les pointes, puis là, on dit, bah, moi, ça ne me dérange pas, mais par exemple, je travaille dans des organismes où il y a des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Ça, c'est un autre paire de manches dans ce contexte-là. Puis encore, on revient à la géométrie variable de tout ça, tu sais. Donc, je pense que des fois, même si on ne voit pas un impact, même si on ne voit pas une répercussion, des fois, se rendre compte de la propension des données qui sont récoltées sur nous, ça peut nous faire réaliser quelque chose, puis ça peut nous mettre dans une situation d'inconfort. Et je pense que cette situation d'inconfort-là est extrêmement légitime. Puis c'est ça. Puis ça, c'est justement sans même pouvoir avoir le pouvoir d'analyse. Fait que je pense que si on verrait l'ensemble des données qui sont récoltées sur nous par les différents acteurs et les géants du numérique et pas mal n'importe quelle application, sûrement qu'on aurait un petit vertige. Je pense que ce qui donnerait vraiment un plus grand vertige, c'est voir souvent les données qui sont récoltées, ben, c'est juste une partie du puzzle. Après ça, surtout les grosses compagnies, les grosses entreprises, ils ont des algorithmes qui vont analyser ces données-là et qui vont leur poser des questions. Et puis, c'est là souvent que ça peut avoir des répercussions qui vont être pas mal plus dévastatrices et qui vont peut-être être un peu plus insidieuses dans l'optique que la répercussion va peut-être pas juste arriver à moi personnellement. Peut-être que justement, ça va être utilisé pour faire de la publicité ciblée, mais dans un contexte électoral et soyons fous, si on se ramasse, si on fait un saut dans il y a 4 ans, ben, potentiellement élire un président américain légèrement problématique. Hein? Donc, ça, c'est pas quelque chose qui s'est jamais passé, mais c'est comment l'analyse de ces données personnelles-là peuvent être utilisées par la suite. Fait que c'est vraiment deux trucs complètement différents puis qui sont tout aussi inquiétantes les unes que les autres. Et souvent, ces analyses-là, ça porte quand même aussi le biais des gens, des questions qui sont posées. C'est-à-dire, un algorithme, il faut le partir, il faut lui poser une question puis apprendre par lui-même.
ce qu'on appelle le machine learning, mais bon, je donne un exemple. Je sais que des caméras de détection pour les policiers dans la rue aux États-Unis avaient tendance à se tromper de personnes 4 fois plus quand c'est des personnes de couleur ou des personnes blanches. Donc, ça donne un peu un exemple. C'est pas, un algorithme, c'est pas complètement neutre et irrationnel. Puis même souvent, les gens qui partent les algorithmes perdent un peu le contrôle, ils savent plus trop qu'est-ce qu'ils font. Donc ça aussi, c'est même les compagnies savent plus trop où est-ce que ça s'en va. On n'est pas avancé. Parfait. Donc, vas-y, excuse-moi. Ah non, mais peut-être juste pour, tu sais, finalement, avec un peu ce qui a été dit, c'est que c'est d'avoir la question, du moins la réflexion, que individuellement, peut-être que ça ne nous affecte pas, mais collectivement, puis c'est vraiment là le problème, puis d'être moins individuel, moins selfish. Là, j'ai juste le selfish en tête, mais de voir l'impact, c'est ça. Puis l'exemple que Anne-Sophie donnait avec des victimes de violences conjugales, ben, la géolocalisation devient très problématique parce que, bon, puis c'est aussi l'aspect de si ça tombe dans les mauvaises mains, puis il y a tout ça, savoir que ça existe, OK, il n'y a rien qui est fait pour l'instant, mais d'être au moins consciencieux, d'avoir ça en tête, je pense, puis de ne pas se lancer dedans les yeux fermés, là, c'est d'avoir la pédale sur le frein, le pied sur la pédale du frein, là, comme on dit. Merci, Marie-Maude. On a commencé déjà un petit peu à rentrer dans le sujet, mais c'est ça, vraiment les impacts à l'échelle collective. Donc, quand on pense en termes de société, quand on pense dans la sphère politique, c'est ça, Sophie, tu as parlé un peu, j'aimerais revenir un peu sur le fait comment certains groupes de la population sont affectés différemment. Est-ce qu'on a des exemples de ça? Oui, il y a quand même plusieurs exemples. Je pense que vraiment le cas qui a été le plus documenté puis qui est pour moi le plus intéressant, c'est entre autres le cas de Cambridge Analytica, donc justement la collecte de données via Facebook qui a servi à faire de la publicité ciblée. Et de pousser aussi de la désinformation, on va se dire, dans le cadre de l'élection de 2016. Et puis, ben justement, quand on voit de comment ça a affecté certaines personnes plutôt que d'autres, c'est qu'on allait littéralement dans des États qui étaient propices à virer rouge ou bleu. On allait dans des districts où il y avait des gens. Et puis après ça, on allait voir c'est qui les gens qui étaient les plus susceptibles de changer d'idée et on leur targetait la publicité à eux. Donc, ça, c'est vraiment comment on est capable d'identifier de manière hyper précise certaines choses. Après ça, j'ai justement donné l'exemple qui est très connu de la jeune fille qui était enceinte. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont justement qui sont dans dans une situation de précarité financière pendant un bout. Là, je pense que ça a été flagué à Facebook, puis on dit « Ah non, on fait plus ça », mais justement, orienter la publicité ciblée beaucoup plus vers les premiers du mois. Donc, l'objectif, évidemment, c'est pas de dire genre c'est pas d'inciter les personnes qui ont déjà très, très peu d'argent pour passer leur mois, puis là, c'est de dire « Hey, essaye de tout dépenser maintenant ». Tu sais, c'est pas dans l'objectif des aider, c'est dans le but d'aller chercher de la publicité au moment où ça peut être le plus payant, peu importe ça va être quoi la répercussion sur l'individu. Il y a eu des cas aussi dans certains quartiers, donc qui sont des fois un peu plus multiculturels et tout ça, donc en fonction des codes postales et tout ça. Donc, c'est des choses, c'est des mécanismes qui peuvent très facilement faciliter la discrimination. Et puis là, on parle de publicité ciblée, mais si on regarde ça aussi de manière beaucoup plus collective, on le voit avec qu'est-ce qu'on va appeler les bulles d'écho. Hein? Donc, évidemment, ces plateformes-là font de l'argent en nous donnant de la publicité ciblée. Donc, ils ont un intérêt à nous garder connectés le plus possible sur leur plateforme. Ensuite, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont essayer justement de nous pousser du contenu qui risque de nous plaire. Donc, par exemple,
moi, je m'amuse, puis là, je vais vous donner une partie de ma vie privée, mais justement, l'ensemble de mes recherches et de mes trucs un peu plus geek que je les fais sur un navigateur. Et puis, sur le navigateur que j'utilise pour Facebook, ben souvent, je regarde juste des trucs de divertissement. Donc, sur mon Facebook, il y a plein d'affaires d'occupation double puis de végétariat québécois. Euh, donc ça, c'est aussi comment, et puis ben, quand c'est d'autres types d'émissions, ben là, on voit comment je suis vraiment mise dans une catégorie très spécifique de personnes, hein. Et puis ça va impacter directement l'information que je vois. Moi, c'était délibéré. Je ne veux pas qu'on me pousse d'informations politiques sur mon Facebook parce que je trouve que, en tout cas, je préfère aller sur les journaux où il y a une ligne éditoriale, hein. Mais là, ça fait que on va juste me présenter maintenant des potins de célébrités québécoises et américaines. Donc, ça aussi, c'est des manières de catégoriser les gens. Puis ça, c'est qu'est-ce que j'ai voulu montrer à l'algorithme, c'est ce que j'ai entraîné l'algorithme à faire. Mais quelqu'un qui le fait de manière un peu plus innocente va peut-être penser aussi que l'information qu'on va lui montrer, c'est simplement ce qui se passe, d'où l'importance de la littératie numérique et de se dire ce que Facebook me montre, c'est le résultat de ce sur quoi je clique, hein. Donc, c'est pas un reflet du monde, c'est un reflet de... Soi-même un peu même. Pardon? C'est un reflet de soi-même, en fait, un peu. Absolument. Puis si on regarde un peu ce mécanisme, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que le capital de notre vie privée est un peu rendu un capital économique? Oui. Je n'ai pas plus de détails, mais certainement. C'est sûr que il y a des données qui coûtent cher. Après, peut-être vous auriez plus d'exemples que moi, mais que ça soit un capital économique, ça c'est certain. Puis, toi, Laurent, de ton côté, quand on parle, admettons, de vidéos d'humiliation, par rapport à l'échelle collective, justement, est-ce que tu vois quelles répercussions que peuvent avoir justement cette tendance-là de partage des vidéos d'humiliation? Quels impacts ça a sur la vie privée à l'échelle collective? Ben, disons que c'est que ça peut aller vraiment vite. C'est une vidéo qui est prise par hasard dans une cour d'école, puis là, ça devient la vidéo virale du Québec après 2 jours. Mais il y a quand même aussi des possibilités de réparer l'humiliation, si on veut, hein. C'est que quand, à travers la circulation, on a différents publics qui vont condamner ou non. Par exemple, un bon exemple, c'est les vidéos de brutalité policière, où souvent, ben, on va filmer, par exemple, un policier qui humilie quelqu'un qui arrête, puis par la circulation, ben, c'est le policier qui va devenir humilié. Un bon exemple, c'est matricule 728. Donc, c'est sûr que ça donne des possibilités dans tous les sens, mais c'est vraiment la rapidité, puis à quel point ça peut se passer à tout moment qui peut créer, je pense, aussi une certaine anxiété ambiante. Donc, c'est là-dessus, mais bon. Puis, est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter au téléphone? Peut-être pas. Puis aussi, tu sais, moi, je fais le parallèle aussi avec les médias traditionnels, dans le sens que, tu sais, à la question, est-ce que les médias, bref, le numérique capitalise notre vie privée? Ben, le journal, la radio, c'est ça. Mais c'est, comme Laurent dit... Pardon? Les journaux à potins, c'était ça aussi. C'est ça. Mais, et comme Anne-Sophie dit, le végétariat québécois. Mais là, c'est, comme aussi Laurent dit, c'est que ça devient exponentiel. Puis le journal, ben j'ai le choix de l'acheter Facebook. Ben j'ai aussi le choix mais on se le fait peut-être plus pousser si on veut. Donc, on a moins de contrôle. Puis là, ça devient à l'échelle nationale, planétaire. Puis ça prend des envergures qui n'ont pas de bon sens. Puis ça va avoir aussi puis là, c'est l'impact individuel, mais puis là, je le ramène un peu au droit. Mais quand on parle d'atteinte à la réputation, mais on regarde justement, ça a été quoi l'impact? Qui a vu, par exemple, la vidéo humiliante? Qui l'a vu? Puis qui a eu finalement un changement dans sa perception, ce qui est carrément une atteinte à la réputation. Fait que là, on est dans une autre part, juste un autre niveau, mais des fois, je le relativise puis je le compare aux médias traditionnels qui vont faire des sous à divulguer des informations très privées, puis à des paradis. Tu sais, on a toutes des images, des histoires, là. Fait que c'est juste de doser ou de se rendre compte que, justement, ce que je mets dans Internet, ben, ça peut se ramasser au bout du monde, là, aussi, là. Puis peut-être que par rapport aux médias traditionnels où les potins, c'était plus des gens déjà célèbres, là, avec YouTube, Facebook, on a beaucoup plus des gens
monsieur tout le monde qui va devenir une célébrité du jour au lendemain. Puis par rapport à la réputation aussi, c'est que c'est pas tout le monde qui a la même tolérance. Certains vont trouver ça drôle qu'on rit d'eux, mais d'autres pas du tout. Hein. Donc il y a ça aussi, quand on regarde ou qu'on fait circuler certaines vidéos virales, il faut toujours se poser cette question-là aussi, je pense. Non, ouais, 100% d'accord avec toi à ce niveau-là. Puis c'est ça, comme tu dis, le principe que les journaux à potins, mais c'était déjà des personnes visées qui étaient déjà dans l'intérêt public parce qu'on veut savoir ce que Céline Dion a mangé pour souper, tu sais. C'est ça. Alors que ça n'intéresse personne ce que Marie-Maude Fournier a mangé pour dîner. Fait que c'est ça, c'est le risque, selon moi, là, c'est un risque. Parce que ça vise peut-être des gens qui ne sont pas susceptibles, à prime abord, de faire l'objet d'une visibilité puis de l'attention comme ça. Merci beaucoup. Là, on arrive à la moitié de la table ronde. On voulait voir s'il y avait peut-être des questions pour nos invités après cette moitié-là. Donc, si vous avez envie de partager un commentaire, poser une question précise plus par rapport aux choses qui viennent d'être discutées dans la première section, on vous invite à le faire dans les commentaires sur Facebook, dans le clavardage sur Zoom, soit dans la section Q&R ou dans la section discussion. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes pour voir si on a des questions, puis sinon, on va poursuivre. Est-ce que je peux aller aux toilettes rapidement? Oui, OK, parfait. Mais peut-être en profiter pendant ce temps-là. Anne-Sophie, si tu veux nous dire un peu plus sur Lab 2038, qu'est-ce que cette nouvelle initiative? Oui, donc c'est une nouvelle initiative qui va être lancée officiellement comme là en ce moment, on n'a pas encore publié notre page Facebook parce qu'on va en avoir une évidemment, puis notre page web, fait qu'on est... c'est une primeur. Mais c'est ça, on est une équipe à la fois d'informaticiens, de spécialistes en sécurité, de chercheuses, de chercheurs. On a des avocats aussi avec nous pour justement faire... Puis notre but, c'est vraiment de ne pas se poser en tant qu'expert. Hein. Je pense qu'il y a assez d'experts dans le monde. Puis je pense que pour avoir... puis c'est ça, en fait, je vais partir un peu de la vision qu'on avait, qui est de se poser un peu plus comme des collaborateurs. Donc, quand on parle de solutions en sécurité numérique, quand on parle de bonnes pratiques pour la vie privée, ça dépend vraiment de personne en personne. Hein. Moi, mes besoins en tant que chercheuse sont complètement, et mes attentes aussi en matière de vie privée sont complètement différentes de celles de ma mère. Et puis, il y a aussi un niveau de compétences techniques qui va être différent et un niveau de temps que du monde peut mettre ou pas. Et puis ça, ben, si on ne parle pas aux gens qui sont concernés par le problème ou aux gens qui veulent justement avoir des formations ou avoir plus de connaissances, ben, si on ne leur parle pas, on ne peut pas donner des solutions qui sont adaptées, surtout quand on parle de vie privée puis de sécurité numérique. Moi, quand j'ai commencé là-dedans, je n'ai pas grandi en démontant des ordinateurs dans le sous-sol de mes parents. Là. Je me suis mis là-dedans il y a une couple d'années. Puis, qu'est-ce que je me rendais compte, c'est que c'était hyper complexe. Puis des fois, j'étais comme, hey, je ne peux pas utiliser cet outil-là parce que ça ne fait pas de sens dans ma vie de tous les jours. Fait que souvent... qu'est-ce qu'on veut faire, c'est vraiment parler aux gens puis s'organiser pour améliorer à un niveau qui fait leur affaire et qui est confortable. Hein. Donc, c'est ça, de ne pas créer du vertige. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question, donc on peut peut-être aller. Je vais te la lire. Donc, est-ce que légalement, il y a une différence si mon image se retrouve sur Facebook par ma faute ou si elle est déposée par une autre personne? Donc, peut-être que Marie-Maude pourrait répondre à ça. Oui. Ben, c'est sûr qu'il y a vraiment une différence parce que quand on parle de droit à la vie privée, droit à l'image, ben, il y a tout le principe du consentement. Est-ce que j'accepte que mon image soit diffusée? Est-ce que j'accepte que mon image soit prise? Et si je la dépose, par exemple, sur un Facebook ou autre réseau social, ben, il peut y avoir un consentement implicite. Alors, qu'est-ce que j'accepte en déposant la dite photo sur les réseaux? Ben, j'accepte qu'elle soit publiée. Mais là, après ça, est-ce que j'accepte qu'elle soit partagée par d'autres utilisateurs? Est-ce que j'accepte que, que Facebook l'utilise? Là, je vous amène aux conditions d'utilisation. Les fameux
long paragraphe qu'on lit pas personne, ben ça vient souvent dire qu'on renonce à certains droits. Fait qu'on dit à Facebook, oui, tu vas pouvoir utiliser mon image, oui, tu vas pouvoir utiliser. Puis là, il y a tout l'aspect aussi du droit d'auteur. Fait que les gens qui font des créations, s'ils mettent ça sur Facebook, Facebook le prend. Puis moi, mais c'est moi, puis je devrais avoir te céder tes droits en acceptant les conditions d'utilisation. Fait que si j'ai accepté que ça soit par accepter les conditions d'utilisation ou j'ai consenti à ce que ça se retrouve sur Facebook parce que je l'ai moi-même mis, ben là, j'accepte l'atteinte. Et puis j'ai le droit d'accepter une atteinte à la vie privée. Une atteinte n'est pas totalement illégale, c'est juste qu'il faut valider est-ce que ça a été consenti ou non. Si c'est quelqu'un d'autre qui la prend et qui la met, ah oui, Laurent, tu as une intervention? J'ai vu le petit doigt. Oui, puis si je ne me trompe pas, même si on décide de supprimer une image de Facebook, Facebook l'a encore parce que ça lui appartient, c'est ça? Hein? Ben là, je peux pas dire, je connais pas assez là, les termes de Facebook, mais oui, il y a une espèce de conservation parce que là, Facebook souvent se dit, mais tu vas revenir, puis tu vas vouloir. C'est Internet, tu sais, il ne faut pas oublier que c'est Internet, c'est une goutte dans l'océan, puis qui est perdue. Ça, c'est fait que on n'a pas le contrôle sur la personne. Elle va-tu faire une personne va-tu faire une capture d'écran? C'est là qu'on perd le contrôle. Puis là, c'est là que on fait tout le temps du cas par cas, mais j'ai accepté quoi en déposant moi-même la photo sur Facebook? J'ai accepté de la publier. Je n'ai pas accepté nécessairement que fait que ça peut avoir des limites, mais une chose est claire, si c'est une autre personne que nous qui déposons la vidéo ou la photo sur Facebook puis qu'on n'a pas donné notre consentement, bien là, on peut être dans un cas d'atteinte parce que pour utiliser l'image de quelqu'un d'autre, il faut son consentement. Puis il faut son consentement du moment que je prends la photo, que je la mets sur Internet, que à chacune des étapes, puis en début de conversation, on le disait, on a perdu cette notion-là de consentement. Puis il ne faut pas, tu sais, moi personnellement, mes parents, mais tu sais, ce que tu mets sur Facebook, j'aime pas ça, ou demande-moi la permission, puis c'est une question de principe. Puis j'ai de l'air de la fille rabat-joie qui je veux que vous me demandez mon consentement, mais si on a chacun dans notre milieu quelqu'un qui est comme ça, ben on devient avec des réflexes de hey, avant de prendre une photo, ben je vais demander la permission. C'est super simple, ça évite des conflits, ça évite des malentendus. Tantôt, on donnait l'exemple de c'est parce que j'ai dit à mon boss que j'étais malade. Si tu me mets au restaurant, ben là, tu sais, mon mensonge ne tient plus. Puis là, je veux que personne me dise que personne ment. Là. On s'entend qu'il y a tout le temps eu des petites menteries ici et là, mais tu sais, vous comprenez. Fait que de poser la question, ça ne coûte rien. Tout le monde est content. Puis c'est ça. Puis si vraiment il y a eu une atteinte, quelqu'un a mis une photo, ben là, on peut se retrouver avec certains recours. Puis bon, là, c'est une évaluation, là, mais oui, il y a une différence légalement. Là. Merci beaucoup pour cette belle réponse qui, je crois, met vraiment la table justement sur le deuxième axe de notre table ronde. On va plus parler concrètement de la protection dans la vie privée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger notre vie privée dans l'ère numérique? Est-ce qu'il y a des balises, selon vous, à instaurer pour s'assurer justement de protéger notre vie privée actuellement? Et quelles sont-elles? Ben, au niveau des balises, ben là, au niveau des exemples des outils, là, les applications téléphone, ben ça, j'ai aucune. Tu sais, j'ai pas d'expertise, comme je disais. Fait que oui, sûrement, tu sais, d'accepter les conditions d'utilisation, d'être conscient qu'est-ce que c'est. Aussi, les fameux paramètres Facebook, tu sais, il y a un moyen de contrôler ce qu'on dit, ce qu'on fait. Fait que ça, c'est sûr, c'est des protections beaucoup plus techniques au jour le jour sur lesquelles on peut avoir le contrôle en tant qu'utilisateur. On peut en partie avoir le contrôle, mais sinon, c'est sûr qu'au niveau des protections juridiques, ben, il y en existe. Depuis tantôt, j'en parle un peu, mais une personne est protégée par la charte, dans le fond, au niveau de l'atteinte à la vie privée. Nul n'est censé être protégé contre des atteintes à la vie privée, on est protégé contre des atteintes à la réputation, mais après ça, il faut faire valoir ces droits-là. Fait que si on est victime d'une atteinte, bien oui, il y a des recours qui peuvent être entrepris pour faire cesser l'atteinte. Fait que, par exemple, demander à une personne de retirer une image, demander un journal, j'en reviens aux médias traditionnels, mais quand même,
de faire une lettre d'excuse. Il y a des moyens de réparer les atteintes. Puis, ultimement, ben, ça vient souvent ensemble, là, mais on peut aussi demander un dédommagement parce que ça vaut combien notre vie privée? Bien, ça peut avoir des grosses répercussions, mais si c'est l'entièreté d'une ville qui m'a vue dans une photo plus ou moins avantageuse, puis que les gens ont changé leur perception par rapport à moi, se sont mis à dire que j'étais une ci, une ça, j'ai perdu des emplois, j'ai perdu des contrats, ben ça peut avoir une valeur monétaire. Fait que ça, c'est des recours, là. C'est sûr, très juridique. Je me présente à la cour, je fais une demande, je prouve l'atteinte puis les dommages, mais c'est quand même des protections là, qui existent. Puis, bon, entre le tribunal, puis là, je suis victime d'une atteinte, je vais me rendre au tribunal, il y a un paquet de choses qui peuvent être faites, fait que tout ce qui est les modes alternatifs de résolution des conflits, fait que faire de la médiation, de trouver des fameux règlements hors cours, ça existe parce que c'est un peu, je ne vais pas dire ironique, mais les procès, tout ça, c'est public. Puis là, on va pour une atteinte à la vie privée. Vous comprenez, des fois, ça peut être paradoxal. Quoiqu'il y a des mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y aurait des mécanismes de rendre un public là, à huis clos, un procès, excusez-moi, à huis clos là, pour justement éviter là, la traînée de poudre qui s'ensuit. Puis, je vois qu'on a une question. Je vais poser la question après, mais une première réflexion. Moi, je voyais que, est-ce qu'il y a plusieurs, admettons, si on poursuit soit au provincial, est-ce qu'il y a différents types de poursuites qui peuvent être plus adaptées justement pour certaines personnes? C'est quoi les options qui se présentent à quelqu'un qui dit, bon, moi, j'ai vécu ça, par quel chemin est-ce que je devrais passer? Quels sont ces chemins? Bien, au niveau des chemins, c'est sûr que faut savoir que les petites créances ne sont pas compétentes pour les atteintes en diffamation. Fait que déjà là, ça nous amène vers ce qu'on appelle les tribunaux de droit commun. Les petites créances, c'est des tribunaux de droit commun, mais ça nous mène plus à la Cour du Québec, Chambre civile, Cour supérieure. Puis même si je veux forcer quelqu'un à cesser de faire ou faire quelque chose, c'est qu'on est dans l'ordre de l'injonction. Là, c'est la Cour supérieure. Puis, je ne veux pas dire que c'est infaisable pour monsieur, madame, tout le monde de se représenter seul, mais ça devient assez particulier, puis ça demande certaines notions de droit parce que, bon, l'injonction, on est dans une autre chose. Mais c'est ça, fait que c'est très... Je remplis une demande, je fais la preuve de l'atteinte, je fais la preuve de mes dommages, je fais la preuve de l'atteinte à la réputation. Fait en quoi les gens ont changé de perception par rapport à moi, par rapport à ma réputation. Bref, c'est beaucoup de travail, mais c'est pas impossible de le faire. Puis sinon, ben, comme je dis, les méthodes alternatives, fait que, ça peut être de la médiation, il y a de la négociation. Fait que pour éviter le long chemin juridique, là, puis de faire un procès, puis il peut y avoir des frais, bon, les frais de cours, ouvrir un dossier, les frais d'avocat, le stress, bref, ça peut impliquer beaucoup de choses. Mais c'est pas impossible, ça existe, c'est le genre de recours là, qui existe. OK, merci. Puis, juste un petit dernier mot pour les preuves. Dans le fond, une personne pourrait utiliser les captures d'écran comme preuve dans ces processus-là. Ben, on parle tout le temps, une preuve doit être pertinente à prime abord, puis bon, les preuves reconnues, ben, on parle du témoignage, fait que moi, j'ai été témoin de quoi? Sinon, oui, les éléments de preuve matériels, fait que les images, c'est un type de preuve, mais là, il y a un peu l'aspect de démontrer l'authenticité de ce que je démontre, parce que tantôt, on l'a abordé, mais qui me dit que le courriel que j'ai envoyé, il est intègre. Alors, je dois faire la preuve que je n'ai pas fait du montage, du Photoshop pour... Alors, il y a tout ça. Fait qu'une fois que je réussis à le faire, à démontrer l'authenticité de ce qu'il y en est, je peux l'utiliser. Puis, habituellement, c'est ça, mais ça peut être un écrit, ça peut être même un aveu. Fait que, tu sais, exemple, une personne qui m'avoue, ah oui, j'ai fait ça, puis je l'ai fait de mauvaise foi parce que je t'aime pas. Puis, bon, j'ai tout ça dans un beau courriel, c'est un bel aveu. Ça peut être utilisé. Mais toujours, le tribunal peut toujours dire oui ou non s'il accepte la preuve. Fait que c'est toujours du cas par cas, puis c'est une analyse, ça sort moi dans mon dossier, qu'est-ce que je peux amener en preuve. Mais oui, les captures d'écran, on le voit, c'est amené là.
je ne vais pas dire de plus en plus, mais c'est quand même utilisé. Puis bon, là, c'est le juge, est-ce qu'il accepte ou non ce genre de preuve? C'est toujours du cas par cas, mais ça peut être fait. Merci. Je voyais qu'on avait une question dans le Q&A. On va y aller vu qu'on venait juste de finir la section des questions. Je ne sais pas si la personne l'avait posée. Donc, on nous demande, seriez-vous en faveur d'un âge minimal pour utiliser Internet? On dit, pour la sécurité des mineurs, Internet semble de plus en plus être un lieu à haut risque de préjudice. Qu'en pensez-vous? Moi, d'emblée, je dirais non, parce que je pense que c'est aussi une grosse source d'informations qui peuvent être... en tout cas, si je parle de mon vécu, c'est sûr que j'étais dans les années 90, puis Internet, c'était plus comme une grosse encyclopédie. Mais ça prend un apprentissage, mais je ne dirais pas d'interdire Internet au moins du temps, parce que ça les coupe d'une source quand même très grande d'informations à portée de main. Donc... Est-ce que vous pensez que l'interdiction pourrait avoir d'autres répercussions, justement, négatives? Ben, oui. Je pense que l'interdiction, personnellement, je suis pas de celle qui pense que c'est le meilleur chemin, ou peut-être que ce le serait, mais je pense que si on arrivait à une interdiction, il faudrait d'abord, je pense que un des meilleurs outils qu'on peut faire, c'est vraiment mettre beaucoup plus d'accent sur la littératie technologique. Je pense qu'on puisse comprendre comment ça fonctionne, quels sont les risques. Ma constatation, c'est que les plus jeunes utilisateurs sont d'excellents utilisateurs. Ils savent utiliser les plateformes. Je pense pas qu'ils comprennent très bien comment ça fonctionne et tout ça. Donc, je pense que l'usage, c'est une chose. Je pense qu'il faut ouvrir le capot puis regarder ce qui fonctionne et ce qui fonctionne en dessous, ce qui fonctionne pas, et puis d'avoir une pensée critique par rapport à ça et de commencer à inculquer ça et à enseigner ça le plus tôt possible dans le processus, là, au même titre qu'on va apprendre à des jeunes à lire des nouvelles. Je pense que c'est important de commencer à parler des algorithmes super rapidement, puis de faire des tests, puis de vraiment focusser sur une approche pédagogique pour ça. Puis après ça, si ça continue à être le chaos, ben là, on peut voir d'autres solutions s'il y a trop de préjudice encore. Mais pour moi, la première étape est vraiment de l'ordre de l'éducation, puis d'avoir ces discussions-là. Parce que sinon, si on se retrouve avec des adolescents à 15 ans qui ne savent pas plus comment ça fonctionne, on n'est pas plus avancé. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Oui, puis aussi, ce qui est interdit, ce qui est interdit, à quel point ils vont pas trouver une façon de... Ouais. Puis finalement, pas d'information, pas d'éducation, ben ils vont peut-être apprendre puis utiliser, ben pas nécessairement utiliser l'outil de la mauvaise façon, mais pas comprendre. Puis, fait que dans l'éducation de l'information, là, c'est toujours gagnant, puis ça, pour tout, là, selon moi. Là, Ouais. fait que... Merci pour cette réponse très instructive. Puis si on revient un petit peu justement à la protection de la vie privée dans l'ère numérique, on peut poursuivre avec Laurent ou Anne-Sophie. Dans le fond, c'est ça, de façon générale, vos recommandations, vos comportements, les choses que vous conseillez, que vous considérez comme importantes dans ce processus de protection. Comme ça, j'aurais plus tendance à donner des recommandations pour que les autres protègent la vie privée des autres, puis c'est plus au niveau des usages qu'on fait, des téléphones portables, des médias sociaux. Je pense que c'est tout autour d'un peu de la banalité du clic, comment ça va tellement vite prendre une photo tout le temps, liker ou partager la vidéo que ce soit quelqu'un qui se fasse humilier ou dans toutes sortes de situations. Puis, vraiment, c'est ça, comme avec la littératie numérique, vraiment comme se rappeler que c'est pas banal, tu sais, que quand on like la photo de quelqu'un qu'on connaît pas, on en rit, mais ça participe un peu ça peut participer à son humiliation, par exemple. Donc, moi, j'irais de ce côté-là. Puis encore maintenant, là, c'est une question d'apprentissage et de sensibilité, je pense. Et qu'est-ce qu'on peut faire, admettons, si on est un parent ou quoi que ce soit, qu'on voit que notre jeune, il y a un jeune qui vit de la cyberhumiliation à son école, ça serait quoi l'attitude à prôner? Est-ce qu'il y a des actions ciblées qui peuvent être faites pour aider justement la situation? Ça, là-dessus, j'avoue que je m'y connais un peu moins sur la littérature à ce sujet-là. Parce que je ne sais pas si quelqu'un d'autre... non, ça, c'est un peu mon champ d'expertise. Mais
vite comme ça. C'est sûr qu'il faut, il faut engager une discussion, je pense, à l'école puis en famille, sur, particulièrement c'est ça, sur sortir un peu de la banalité de la chose, mais surtout voir l'éclat que ça peut avoir quand ça se proche. Puis, surtout comme, je pense, je ne suis pas parent, mais de vraiment s'occuper, de vraiment s'intéresser à l'estime de soi de l'enfant en dehors des médias sociaux, hein, vraiment. Je pense pour que ça... Parce que ça peut être un problème aussi, hein, quand les médias sociaux deviennent la source principale de validation, ben là, une humiliation sur Facebook ou Instagram, c'est comme tout qui part. Donc, je pense aussi de trouver d'autres formes de validation parce que ce n'est pas les formes les plus saines. Ça pourrait aussi faire partie de cet apprentissage. Merci, Laurent. Si je peux me permettre rapidement sur ce qu'on peut faire, moi, je vais peut-être mettre le chapeau un peu plus technique. Hein? Mais, tu sais, je pense qu'une chose qui est quand même assez claire dans ce qu'on dit, c'est que quelque chose qu'il faut se rappeler, c'est que la vie privée, c'est un sport d'équipe, hein? Que ce soit le plus qu'on a de personnes dans notre équipe qui ont un peu ça dans la tête puis qui ont ça à cœur, le mieux ça va aller pour tout le monde. Pour peut-être partir d'une petite anecdote, moi, quand j'ai commencé à voir comment je pouvais améliorer ma posture, tu sais, c'était ma job 40 heures par semaine, et puis des fois, je trouvais ça pesant, je trouvais ça lourd. Fait que, évidemment, qu'est-ce que je dis sur qu'est-ce qu'on peut faire techniquement, sans une limite, parce que la vraie responsabilité ne pèse pas sur l'individu. Il y a une partie qui incombe à changer des modèles d'affaires, il y a une partie qui incombe à réglementer ça d'une manière qui va être plus efficace. On est dans des réformes législatives en ce moment au Québec et au Canada. Donc, je veux dire ça par sport d'équipe, mais aussi, vu qu'on parle d'organismes communautaires, vu qu'on parle aussi de bibliothèques, je pense qu'il y a des trucs qu'on peut faire. Moi, je travaille à l'université aussi en tant qu'institution, hein, pour, tu sais, s'il y a des postes d'ordinateur, des postes informatiques qui sont partagés, il y a des manières qu'on peut configurer ça qui va minimiser le tracking qu'on peut faire sur les individus. Il y a des extensions qui existent, il y a des configurations, donc je pense déjà se sensibiliser à ça et essayer d'adopter ça au point de vue institutionnel dans nos environnements, ça peut vraiment être quelque chose d'extrêmement pertinent. Le deuxième point, c'est, on n'arrête pas d'en parler, de la littératie technologique. Je pense qu'on ne va pas s'améliorer en matière de vie privée, on ne va pas apprendre en tant qu'individu et en tant que collectivité à mieux garder le contrôle de nos données si on n'inclut pas cette littératie-là. Cette littératie-là, elle a lieu à l'école, mais il y a beaucoup de bibliothèques, d'organismes communautaires aussi, ou des rencontres comme aujourd'hui, justement, qui veulent parler de ces enjeux-là et qui veulent donner des outils, puis je pense qu'il ne faut pas minimiser cette importance-là. Et puis ensuite, on arrive au niveau individuel, qu'il y a des trucs individuellement qu'on peut faire pour un peu minimiser nos traces en données. Donc, tu sais, que ce soit en réglant nos paramètres sur nos réseaux sociaux. Moi, un truc super simple que je dis à faire à tout le monde, ben, c'est une fois par mois, faites le ménage de vos applications. Hein. Les applications, c'est la chose qui va collecter le plus de données pour vous, sur vous. Passez à travers vos applications une fois par mois puis dites « Hey, est-ce que j'utilise ça? Est-ce que j'en ai besoin? » Si vous ne l'utilisez pas, délitez-le, enlevez votre compte. Si vous en avez absolument besoin, peut-être aller voir dans les configurations si on peut donner un peu moins d'accès. Une calculatrice ne devrait pas avoir accès à votre géolocalisation. C'est des trucs de même. On rit tout le temps, mais vous seriez surpris à quel point c'est le cas. Donc, je pense que déjà de faire ça, d'aller jouer dans nos paramètres de manière un peu plus fréquente et de prendre l'habitude de demander aussi le consentement. Tu sais, justement, moi aussi, Marie-Maude, je suis la personne qui fait comme « tag-moi pas », puis tout ça. Puis, à un moment donné, je trouvais ça lourd aussi, fait que j'ai juste
décidé de renverser les rôles et d'être la personne gossante qui demande avant de poster chaque photo si ça dérange, tu sais. Si bien que mes amis ont ri de moi parce qu'ils étaient comme « Ah, c'est quoi, tu vas demander genre le consentement de ton chien avant de poster une photo d'elle, tu sais. » Là, j'étais comme « Ben oui. » Mais justement, c'est de rendre ça vraiment plus commun, puis on va le faire en rendant ça plus le fun, puis en y pensant de manière collective aussi. Fait que il y a plein d'autres petits trucs techniques, mais je pense qu'il y a plusieurs ressources. Je pense que je vous ai partagé, fait qu'on pourra le faire aussi après, mais qu'on peut faire individuellement. Mais il faut se rappeler que ça a une portée limitée, puis vraiment, ce qu'on peut faire de mieux, c'est comprendre puis agir. Plus on agit à un gros niveau, plus on a de pouvoir. Donc, si vous avez la chance de regarder ce que vous pouvez faire dans une bibliothèque ou dans un centre communautaire, c'est vraiment le fun. Merci Anne-Sophie. Puis juste pour dire que les liens dont elle nous parle vont être disponibles à la fin de la rencontre, on va les partager dans la discussion sur Zoom, puis sur Facebook, ça va être en commentaire sous la vidéo. Je vois qu'on a encore d'autres questions. J'ai une question un peu plus par rapport aux droits. On me demande, est-ce que les termes, les droits de protection sur les réseaux sociaux sont les mêmes pour une personne mineure? Si je comprends bien, par rapport dans le fond, là, quand on parle du droit, est-ce que ça s'applique autant aux majeurs qu'aux mineurs? Là? Si Ouais, je dans comprends le bien fond, la question. oui, est-ce que dans le fond, j'ai l'impression qu'il y a des protections qui sont différentes pour quelqu'un de mineur dont les parents mettent les photos sur Facebook ou quoi que ce soit? En fait, est-ce que le consentement pour ça, il y a une différence majeure? Ouais, Non. ouais, non, c'est bon. J'avais vu la question autrement, mais oui, non, il n'y a pas de, tu sais, les droits de la charte, les droits de la personnalité, dans le fond, ça appartient à une personne du moment qu'elle est un être humain, là, vivant et viable. Tu sais, c'est vraiment des droits qui sont rattachés à la personne, peu importe son âge, peu importe son revenu. Fait une personne majeure, une personne mineure, une personne majeure inapte va avoir les mêmes droits, les mêmes protections à ce niveau-là. Puis, au niveau du consentement, même chose. C'est sûr que les parents peuvent agir à titre de tuteur, puis prennent certaines décisions, puis vont donner certains consentements pour leurs enfants. Puis bon, les parents vont aussi intervenir, par exemple, dans l'exercice des droits de leurs enfants. Fait qu'une personne en bas de 18 ans ne peut pas faire une demande à la cour. C'est ses parents qui vont le faire pour elle. Fait que c'est là qu'il y a des petites différences techniques, mais sinon, un enfant a le droit à sa vie privée au même titre qu'un adulte. Mais ça amène un beau, on l'a dit tantôt, au niveau des parents qui mettent des photos d'enfants sur Facebook. Là, en tout cas, par curiosité, je suis ça, mais tu sais, des enfants qui, tu sais, Facebook est arrivé quoi en 2004, ces enfants-là vont avoir 18 ans. Donc, ils commencent à être majeurs et vaccinés, conscients de, OK, l'image, finalement, partout, je suis devenue les fameux mimes d'enfants qui sont devenus viraux. Ils sont rendus adultes, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont accepté que leur parents... Alors, c'est vraiment une belle question. Puis au niveau juridique, on commence, là, on est au début de tout ça, mais en tant que parent, moi non plus, je ne suis pas parent, mais en tant qu'enfant, si on veut avoir su, tu sais, que je ne sais pas, moi, si je suis une... si j'étais née 20 ans plus tard, ma mère m'aurait mis partout sur Facebook. Je ne sais pas comment je me serais sentie, mais en tant que parent, d'avoir ça en tête aussi. Puis bon, je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais des photos d'enfants, de personnes mineures qui sont mises sur des profils publics, qui sont des personnes, tu sais, là, on pense, je ne veux pas rentrer là, mais tu sais, au niveau de la pornographie juvénile, au niveau de... Il y a ça aussi là, qui peut devenir dangereux. Fait que l'utilisation de l'image pour les enfants va être là. Au niveau des protections, c'est les mêmes, mais c'est que c'est les parents qui vont utiliser l'image des enfants. Puis là, fait que la littératie, oui, les jeunes, tonton parlait des jeunes, plus, mais les parents aussi, puis parents, adultes, bref, tout le monde, du moment que tu es un utilisateur, parce que tu peux être exposé à des conséquences semblables, puis aussi tu peux être exposé à des poursuites semblables. Une personne âgée peut être poursuivie en atteinte à la réputation ou en cyber-intimidation, autant qu'un adolescent de 14 ans. Donc, c'est vraiment pour tout le monde, là.
Puis pour les vidéos d'enfants, en fait, c'est que ça devient carrément des genres de vidéos sur YouTube. Ouais, c'est... Grosse compilation, puis les gens le font un peu de manière sans y penser, puis ils sont comme « Ah, ça c'est drôle », c'est plus pour le côté drôle que la personne qui est mise là. Donc ça, je pense des fois, si on prend YouTube par exemple, il y a beaucoup de gens qui oublient un peu la personne qui est devant parce qu'ils sont comme « Ah, ça c'est une vidéo de fail par exemple », souvent il y a des enfants d'ailleurs. Donc, je pense que ça se joue aussi avec les types de vidéos qui deviennent acceptées sur Facebook ou sur YouTube. Puis on parlait des vidéos d'enfants, puis ça en est un bon exemple aussi. Mm-hmm. Merci. Puis aussi, on parlait un peu justement de la législation ici au Canada. C'est quoi les changements qui sont en cours? Puis pourquoi est-ce qu'on est en train de changer le cadre légal ici? Ben, au niveau des changements, ben, ça a apparu quand même, je pense, dans l'actualité cette semaine, c'est au niveau de la charte numérique que le fédéral veut instaurer. C'est quoi? Puis là, tu sais, on est dans un projet de loi, fait que pour que tout le monde puisse comprendre, c'est qu'on n'est pas encore à l'étape d'une loi, on est dans les travaux, on peaufine la loi pour qu'elle soit adoptée et mise en vigueur. Et ben, c'est mettre un peu des barèmes, puis de venir mettre, il y a les principes de la charte, justement, la protection des données, l'utilisation des données. Donc, on vient peut-être baliser tout ça parce que c'était pas inexistant avant, parce qu'il y a quand même la loi sur la protection des renseignements personnels, la loi sur qui là, j'ai pas les lois exactes, mais au niveau des organismes privés qui prennent des informations, les organismes publics qui prennent des informations, autant au provincial qu'au fédéral, il y a déjà des lois qui sont prévues, mais on pensait beaucoup à je fais remplir un formulaire à mon utilisateur et je conserve ce formulaire-là. Très papier, très, je ne vais pas dire archaïque, mais très méthode traditionnelle. Et là, on peut appliquer ces lois-là pour le numérique parce que renseignement personnel, c'est quoi? Mais on l'a nommé tantôt, l'image, le nom, l'âge, géolocalisation, c'est des informations qui peuvent vraiment relever du personnel puis des renseignements personnels. Mais là, on va peut-être plus aller dans l'encadrement très numérique, c'est ça, très technique. Fait que moi, c'est ce que j'en sais. Je ne sais pas si Anne-Sophie a plus d'informations à ce sujet-là, mais moi, c'est ce que j'ai là, comme information. Oui, on s'est justement penché là-dessus un peu. On a regardé ça, pas en urgence, mais pour le plaisir hier. Hein, on a des activités cool. On a fait la même chose de notre côté aussi, justement, vu en prévision de la table ronde. Oh mon Dieu, c'est sorti, on va aller voir un peu plus. Donc, c'était très prêt. Oui, moi, quelque chose que je trouve quand même intéressant à contextualiser, c'est que la loi sur les renseignements personnels et les documents électroniques qu'on avait au Canada, c'est quand même une loi qui a été écrite à la fin des années 90, qui a été mise en œuvre dans les années en 2000. Fait que justement, il n'y avait aucune espèce de média social qui existait à ce moment-là. Donc, c'est vraiment une loi qui veut mettre à jour tout ça. Et puis, justement, peut-être pour ajouter un autre point que j'ai trouvé super intéressant dans cette loi-là, qui va être débattue. Moi, qu'est-ce que j'ai hâte de voir, c'est justement comment les grandes compagnies technologiques vont peut-être faire du lobbying pour essayer de diluer certaines provisions, donc offrir moins de protection pour le consommateur, justement. Mais une chose qui était particulièrement intéressante, c'est qu'en ce moment au Canada, on a le commissaire à la vie privée qui mène des enquêtes, puis que quand il y a des atteintes à la vie privée, qui peut donner des rapports. Jusqu'à maintenant, ces rapports-là, c'est un peu, et puis tu me corrigeras Marie-Maude, moi je le perçois beaucoup comme une boîte à suggestions. Hein, ça n'a pas de vraie mordance, c'est vraiment, on pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait de mal. Et puis là, qu'est-ce qu'on lui donne? C'est on crée un tribunal qui est exclusivement lié à la protection des renseignements personnels. Et puis, dans le fond, on donne au commissaire à la vie privée le droit et l'obligation, la responsabilité de pouvoir faire des recommandations de pénalité. Donc, on lui donne beaucoup plus de mordant. Et puis ça va faire, par exemple, que quand il y avait eu la fameuse affaire de Cambridge Analytica, où il y avait des centaines de milliers de Canadiens, justement, qui faisaient partie des données qui avaient été partagées sans leur consentement, quand le commissaire a rendu son rapport et qu'il a dit qu'il y avait vraiment eu un manquement au niveau de la protection de la vie privée de la part de Facebook, Facebook a répondu qu'il n'était pas d'accord avec son opinion.
Donc, ça, une loi en ce moment, telle qu'elle est appliquée, empêcherait en fait potentiellement de faire ça en donnant plus de recours. Ça aiderait un peu plus au niveau du consentement aussi, dans l'optique où on a parlé beaucoup des 30 pages que personne lit, ben ça marcherait plus non plus. Donc, c'est vraiment, il faut que les termes et utilisations puissent être compris d'un utilisateur normal moyen dans une période de temps raisonnable. Donc, toutes des dispositions de même qui vont pas tant que ça encadrer la quantité de données qui peuvent être récoltées sur nous, mais qui vont dire on va s'organiser pour que vous soyez plus d'accord. Fait que c'est environ ça. Je voulais pas sonner sarcastique. Merci beaucoup. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter de ton côté, Laurent? Par rapport... Excusez-moi, c'était quoi déjà la question? Ben, sur la question de la loi qui changeait, puis par rapport à, dans le fond, la loi canadienne qui était en évolution. Non, je trouve que c'est pas moi l'expert. Attends, mais j'en sais pas. Donc, je crois qu'on on arrive justement à la fin de notre table ronde. Donc, on est encore dans un petit moment. Si les gens veulent poser des questions, c'est le temps. On est là pour vous. Donc, on vous invite encore à le faire par les mêmes canaux. Et on a encore un petit 5 minutes, 10 minutes avec vous s'il y a des questions. Sinon, on va quitter tout doucement dans quelques instants. Donc, je vous remercie. Merci à vous tous et toutes les participants de cette table ronde. Merci de faire... C'est tellement important pour nous à Alpha Numérique, justement, d'aller un petit peu plus loin dans la littératie numérique. Puis, je trouve que c'était vraiment une belle table ronde de sensibilisation puis pour rendre ça plus accessible aux acteurs qui sont partenaires avec nous de notre projet. Je n'ai pas de questions. Est-ce que vous auriez eu un mot de la fin, un petit quelque chose à dire pour terminer? Non? Tout le monde a fini? Parfait. Donc... Désespérez pas, je sais pas. Gardez espoir, s'il vous plaît. Bien aller. Vous gardez espoir. Soyez actifs, soyez... questionnez-vous, on va y arriver. Donc, toujours pas de questions. Donc, merci aussi à nos spectateurs, à tout le monde qui a assisté à la table ronde. Ah, j'ai une petite question. Une question, un instant. On vous attend. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, je vais vous vendre ma salade et vous inviter au 10 décembre prochain pour la prochaine collation numérique. La collation, c'est la formule plus courte de la table ronde. Donc, c'est vraiment sur l'heure du dîner. Donc, un peu, on mange, on écoute ça. C'est parfait. Une belle petite pause en journée. Et on va recevoir un invité très intéressant, Benjamin J. Allard, chargé de projet pour le projet Cyber Saint-Sauf. Donc, la collation instaurer de bonnes pratiques en matière de cybersécurité dans votre milieu de travail. Avec l'exemple Cyber Saint-Sauf, il y a plein d'outils. C'est conçu plus spécifiquement pour le milieu des arts, mais je pense que c'est vraiment universel. C'est des outils pour mieux protéger les données dans un organisme communautaire. Donc, que vous soyez en santé mentale ou que vous soyez dans le culturel, je crois qu'on a tous des données sensibles de nos employés, des participants de nos organismes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire une meilleure gestion et instaurer un système de filet un peu, si on veut, pour s'assurer que ces informations-là soient bien gardées. Excusez-moi, mon attention est partie. Je vois une question, je me rends. Donc, est-ce que l'envoi-réception des photos non désirées, par exemple, recevoir des parties génitales, ça consiste en une atteinte à la vie privée ou en un acte criminel? Est-ce qu'on a des recours par rapport à cela? Bien, le partage de vidéos d'images intimes est un acte criminel prévu dans le code criminel. Puis, une situation criminelle, fait un acte criminel peut aussi constituer une atteinte à la vie privée. Dans le fond, souvent on entend ça, la personne a été poursuivie au civil, elle a été poursuivie au criminel pour la même chose. C'est qu'on ne va pas chercher le même résultat. Fait que l'acte criminel, ben, la personne qui a fait l'acte criminel va avoir une pénalité, une punition. Fait que la prison, une amende, travaux compensatoires, peu importe ce qui est prévu. Puis, ça peut donner droit aussi à un recours, une atteinte, exemple, une atteinte à la vie privée ou une atteinte à la réputation. La différence est très technique, mais quand même, ça me permet de vous l'expliquer.
sais, l'atteinte à la vie privée, bon, le fait qu'il y ait eu un partage, ça peut constituer une atteinte, puis du moment qu'il y a une atteinte, on vient dire qu'il y a un préjudice, puis bon, la quantité, combien ça vaut cette atteinte-là, ça peut être, c'est du cas par cas. Puis l'atteinte à la réputation, il faut qu'il y ait une notion un peu de partage, dans le sens que faut que l'atteinte ait eu comme impact que les gens ont changé leur perception par rapport à moi. Ma réputation a été atteinte. Il y a eu un changement. Alors, souvent c'est lié, mais exemple, dans une situation comme on dit, bon, il y a eu l'échange, puis peut-être pas une atteinte à la réputation, mais il peut y avoir quand même une atteinte à la vie privée. C'est beaucoup des concepts là, qui s'entrecoupent et qui ont toutes la même base juridique, mais fait que c'est ça. Je vois que Laurent a encore un petit Oui, doigt. c'est ça. La question, il y avait comme deux scénarios. Un qui relève plus de qu'on appellerait le revenge porn, c'est-à-dire comme l'envoi de... Mais aussi, quelqu'un qui envoie des photos de ses propres organes génitaux à quelqu'un, légalement, comment c'est considéré? Ça, j'avais... Ouais. Ben, vite comme... Ben, tu sais... Ben... Ouais, c'est un peu... Ouais, c'est comme sur Tinder. Ouais. Ouais, ben, on pourrait peut-être être... Puis là, il pourrait y avoir peut-être une notion de harcèlement. Ouais, Tu sais, j'ai peut-être plus là. Vite comme ça, faudrait voir comment ça a été interprété. Là, j'ai pas des j'ai pas la science infuse. aussi, hein. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être des applications de rencontres qui sont peut-être plus tolérantes que d'autres, mais de manière générale, j'imagine que ça peut être considéré comme du harcèlement. Ben, puis il y a une différence en recevoir une photo de partie intime une fois versus 50 fois dans la même soirée. Ouais. Là, quand on est dans le 50 fois dans la même soirée, ben, c'est comme un message. C'est comme un message privé, là, tu sais, rendu là, le contenu du message, on peut devenir dans du harcèlement. Il y a le harcèlement criminel, il y a le harcèlement civil. Ça serait quoi la première étape que la personne devrait prendre? Est-ce que c'est une capture d'écran? Est-ce que c'est de documenter le comportement? Ben, c'est sûr que de garder des traces, justement, la capture d'écran peut servir. Puis, c'est sûr que là, exemple, on est dans du criminel. Exemple, il y a eu un partage tu sais, une photo intime que moi j'ai envoyée, il y a eu un partage, le revenge porn. C'est sûr que là, au niveau de la police, ils ont quand même des techniques d'enquête. Je ne suis pas policière, mais il y a moyen de retracer. Puis, bon, ça devient un avantage. Là, tantôt, on parle des données, la retraçabilité, mais dans un contexte d'enquête, ça peut devenir pertinent. Oui. Fait que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Là. En tout cas, on pourrait en parler encore pendant 2 heures. Fait que c'est sûr que si on est dans le contexte criminel, la police, bon, les gens, mais là, c'est le recours, c'est ce qui s'offre à nous. Sinon, ben, si c'est sur une application, on peut dénoncer l'utilisateur sur l'application pour que le contenu soit retiré le plus rapidement possible. T'sais, on fait du control damage parce que finalement... La plupart des applications ont une manière de signaler du harcèlement. C'est ça, exactement. Puis là, après ça, si on veut aller, c'est sûr, au niveau civil, obtenir une indemnisation, ben oui, on peut prendre une capture d'écran pour essayer de faire la preuve de... Fait que c'est un peu ce qui peut être fait dans l'immédiat, mais oui, dénoncer, là, que ce soit la Facebook, l'application, peu importe, pour que ça soit retiré, surtout si c'est nous là, qui est concerné. C'est un peu Ben, ça dépend si on est à l'aise avec ça. Si on n'est pas à l'aise avec ça, on pourrait être à l'aise avec ça. Ça change tout. C'est ça. Merci beaucoup. Puis j'ai une dernière question pour vous. Où puis-je me renseigner sur les changements au niveau des lois dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez une source à recommander pour... Il y a sur le gouvernement du Canada, il y a comme que j'ai trouvé, c'est super bien fait avec un petit vidéo. Je pourrais peut-être l'envoyer à Alphanumérique qui pourrait le diffuser. C'est un lien web qui est produit par le gouvernement du Canada, donc qui peut être une ressource fiable. Sinon, ben, au niveau juridique, des sources fiables, ben, il y a Éducalois qui est quand même une bonne source d'information quand on veut avoir. Est-ce que je me fais... Ben, pas je me fais avoir, mais c'est vérifié, de l'information qui est vérifiée, qui fait souvent l'objet de mise à jour compte tenu de l'actualité et des changements législatifs. Fait que ce seraient les 2 ressources là, que je peux donner là, rapidement. Excellent, merci beaucoup. On pourra les acheminer aux participants du webinaire via leur courriel. Donc, c'est ce qui conclut. On est pile en plus à l'heure 15h29. Donc, ça conclut
conclut notre table ronde. Encore une fois, merci à tout le monde qui a permis à cette table ronde d'exister. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on espère vous revoir, vous recroiser, parler avec vous sous d'autres occasions. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.